Chers amis, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est parce que le devenir financier de TV Liberté m'inquiète. Alors que nos audiences n'ont jamais été aussi bonnes qu'en 2022, le budget, lui, accuse le coup et met en péril la suite de notre aventure ensemble. Pourtant, je peux vous assurer que nous avons toujours travaillé au mieux pour vous informer et toujours en nous serrant considérablement la ceinture. Alors bien sûr, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a fait souffrir beaucoup d'entre nous, je le sais. Car contrairement aux journalistes assimilés fonctionnaires des chaînes du système, ici, nous vivons dans le monde réel, comme vous. Je sais combien ces 5 premières années sous Macron ont été violentes, ont été difficiles. Certains soignants, des pompiers même, ont été suspendus de leur métier sans aucun revenu au mépris du Code du travail. Et le but était simple, les soumettre, les briser, leur briser les reins, mais ils ont résisté. Ils ont résisté comme nous devons encore résister ensemble. Car même si le paysage s'éclaircit, ce doit être notre nouveau mode de vie. Il vous faut comprendre une chose. Si vous n'aidez pas TV Liberté ou le tissu associatif, c'est l'État et ses dérives que vous financez. Car donner à TV Liberté, c'est aussi déduire les 2/3 de votre don des revenus imposables. C'est donc priver ce gouvernement d'une manne financière pour vous fliquer, pour vous nuire, car vous le savez bien, le temps où l'État voulait encore vous protéger est bien révolu. Alors, aidez-nous plutôt à continuer notre mission à vos côtés. Nous avons besoin de votre soutien et je compte sur vous. Partout en Europe, les victoires de l'islam conquérant s'accumulent à une vitesse foudroyante. Il ne se passe guère de semaines sans que l'on apprenne que les musulmans de telle région, de telle ville, de tel pays viennent de gagner une bataille importante, viennent de remporter une victoire décisive. L'une des toutes dernières victoires remportées par les musulmans concerne la Grande-Bretagne, le pays de Boris Johnson, pays considéré à tort comme celui de la liberté absolue, alors qu'il est gangréné par un islamisme toujours plus puissant, toujours plus triomphant et qui proclame ouvertement que ce vieux pays sera bientôt musulman. Ainsi donc, au début du mois de juin, sortait en salle de cinéma un film dont le titre était « The Lady Heaven ». Avec l'accent lochnerien. La Dame du Paradis en français. Que raconte ce brave film ? Il parle de la fille de Mahomet, le très controversé prophète de l'islam. Jusqu'ici, il n'y a pas de quoi fouetter un chat halal. Mais le producteur du film a commis un crime impardonnable. L'on peut voir le visage de Mahomet, le très controversé prophète de l'islam. Or, voir le visage de Mahomet, nein, forbidden, prohibited, gros crime contre l'islam. La communauté musulmane se met en branle et au cours d'une très grosse manifestation, manifeste bruyamment sa fureur devant un cinéma ayant mis ce film à l'affiche. Les orateurs fustigent cette programmation. Les Allah Akbar fusent dans tous les sens. L'épreuve de force est lancée entre la communauté musulmane, pour le moment minoritaire en Grande-Bretagne, et un pays qui était encore il y a peu la première puissance du monde. Qui va gagner la bataille ? Les dictateurs musulmans, bien sûr, qui veulent imposer leur civilisation à la puissante Angleterre qui les a accueillis à bras ouverts ? Ou bien peut-être les Anglais, qui sont un peuple considéré à tort ou à raison comme épris de liberté. Qui va gagner entre les deux ? Eh bien, la réponse est évidente. L'Angleterre s'est couchée, s'est aplatie, s'est prosternée devant le monde musulman. La société de distribution du film, répondant du nom de Cineworld, a finalement et tout de suite décidé d'annuler toute représentation du film sur les îles britanniques. Tiens, amusant. La traduction française du mot Cineworld est la suivante, le monde du cinéma. Ainsi donc, le monde du cinéma
est tellement mondial qu'il s'autocensure de façon lamentable devant un lobby musulman dictatorial. Drôle de monde, comme dirait Raymond. L'Angleterre a voté le Brexit pour ne pas être soumise à la dictature bruxelloise. Elle devrait rapidement voter l'Islamexit pour ne pas être soumise très bientôt à la dictature musulmane définitive. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les taux d'intérêt sont devenus la petite bête qui monte. Sournoisement, vicieusement, ils montent peu à peu, de mois en mois, et ils ne risquent pas de s'arrêter en si bon chemin. Prenons simplement l'exemple des taux des emprunts d'État, sorte de baromètre qu'il est toujours intéressant de regarder de près. En France, les taux d'intérêt des emprunts d'État à 10 ans tournaient autour de 0% à l'automne dernier. Il flirte aujourd'hui avec les 2%, ce qui est une remontée extraordinairement rapide. C'est vilain de flirter de la sorte, ça ne se fait pas. En Allemagne, les mêmes taux étaient négatifs il y a 6 mois. Ils sont aujourd'hui de l'ordre de 1,5%. Quant à l'Italie, sur la même période, les taux sont passés de 1% environ à presque 3,5% aujourd'hui. Tout cela montre que la hausse des taux concerne les pays d'Europe dans leur ensemble et que ce mouvement de hausse ne risque pas de s'arrêter de sitôt. La première victime de ce phénomène sera l'ensemble des folles dettes publiques amoncelées depuis des décennies par les États. Le coût annuel de ces dettes risque de devenir insupportable. En ce qui concerne la France, par exemple, des scénarios crédibles font état pour le budget 2023 d'un coût de notre dette publique pouvant avoisiner les 100 milliards d'euros contre une quarantaine de milliards d'euros en 2021. Soit, dans de tels scénarios, une soixantaine de milliards d'euros de charges supplémentaires pour le budget de l'État pour le seul paiement des intérêts d'une dette gigantesque. Décidément, Macronor déficitor est vraiment un Mozart de la finance. Ça, c'est pour sûr que je vous cause ma bonne dame. Et comme le dit souvent ma tantinette Gertrude, ça va mal, mon petit gars, ça va mal. Autre victime de cette remontée des taux, les particuliers, qui vont emprunter à des taux de plus en plus élevés, alors qu'il n'est pas sûr que leurs revenus suivent l'inflation. Et comme les banques se montrent actuellement de plus en plus restrictives et durcissent considérablement les conditions auxquelles elles accordent leurs prêts, les particuliers, comme d'ailleurs les petites entreprises, risquent de dérouiller grave, comme on dit chez les bobos, pendant qu'ils fument les rideaux de leur salon. Cela dit, terminons tout de même sur une note positive. Les particuliers et petites entreprises qui depuis des années ont emprunté à des taux particulièrement bas sur des durées particulièrement longues seront les grands gagnants d'une remontée des taux accompagnée du redémarrage de l'inflation. Dans quelques années, leurs mensualités ne vaudront plus grand-chose. Tant mieux pour eux et bravo pour eux. Je vous souhaite une excellente soirée. Les économistes les plus sérieux ne se posent plus la question de savoir s'il va y avoir un retour de l'inflation. Ils disent tout simplement que ce retour est en cours et que les conditions géopolitiques comme économiques vont accélérer cette tendance inflationniste dans le monde entier. Je ne m'étendrai pas sur les causes de cette hausse des prix que l'on peut constater partout, du prix de l'essence au prix de l'immobilier, en passant par le prix des produits alimentaires. Ce qui est sûr et certain, c'est que la mondialisation échevelée, menée depuis des dizaines d'années, a détérioré considérablement, voire a détruit totalement les centres de production nationaux au profit de centres de production très éloignés comme en Asie par exemple.
Or, la désorganisation mondiale des circuits commerciaux générée par le Covid, à laquelle se rajoute la désorganisation des circuits d'approvisionnement générés par la guerre en Ukraine, aboutit à ce que des goulots d'étranglement se sont produits dans le monde entier, entraînant mécaniquement une hausse des prix. N'oublions pas de mentionner parmi les causes de cette inflation la responsabilité écrasante de nos dirigeants politiques et économiques qui ont pris des décisions catastrophiques, comme celle de diminuer l'énergie nucléaire au profit de l'énergie éolienne, ce qui a eu pour conséquence de faire exploser le coût de l'électricité en France. On devrait les passer tous à la chaise électrique alimentée par une éolienne un jour où il n'y a pas de vent. Pour bien visualiser le cycle inflationniste actuel, prenons quelques exemples simples. Comparons tout d'abord les années 2020 et 2021. D'une année sur l'autre, le prix du gaz naturel en Europe a été multiplié par 4, quand le prix de l'acier était multiplié par presque 2, sans parler du prix de blé qui a augmenté de 30%. Si maintenant nous comparons les prix entre janvier 2022 et juin 2022, la hausse générale des prix des matières premières, des produits alimentaires, des produits finis est impressionnante. Objectivement, rien ne semble devoir ni pouvoir l'arrêter. Les États-Unis ont même réussi l'exploit de renouer avec une inflation à quasiment 2 chiffres. Chapeau les mecs! Pour la France, la conséquence la plus importante et la plus dramatique de cette poussée inflationniste concerne le pouvoir d'achat des classes moyennes ou des classes dites laborieuses. En effet, il est à prévoir que les salaires ou autres revenus de ces catégories de Français ne suivent pas l'inflation, ce qui va évidemment avoir un impact fort sur leur niveau de consommation et sur leur niveau de vie. D'autre part, les placements effectués, souvent des placements de précaution, vont mécaniquement perdre de leur valeur. Ce que l'on appelle l'épargne de sécurité des Français risque d'être sérieusement amputé. Finalement, seuls seront gagnants tous ceux qui ont emprunté à taux extrêmement bas depuis quelques années. Leurs mensualités de crédit deviendront, au fil du temps, de plus en plus faciles à supporter. Dieu merci, il y a quelques petits avantages à la poussée inflationniste. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous le savons tous depuis des lustres, qui a trahi, trahira, retrahira et retrahira encore. La preuve s'appelle Sarkozy. Ce bon Nicolas, que l'excellent Dominique de Villepin, lorsqu'il était Premier ministre et que Nicolas était son ministre de l'Intérieur, voulait tout simplement pendre à un croc de boucher. Ce qui n'est pas rien tout de même. Eh bien, ce bon Nicolas est le traître dans toute sa splendeur. Un mélange de Talleyrand et de Fouché pour la traîtrise, mais sans leur talent quand même. Faut pas pousser des fois. Relisons rapidement le parcours du bonhomme. Dès son plus jeune âge, tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il était d'une ambition démesurée et qu'il était prêt à vendre son père, sa mère, son cochon d'Inde et son hamster pour devenir quelqu'un. Et pour cela, tout était possible et tout était permis, dont la trahison à grande échelle. Poussé en avant par Chirac, il ne cessera de s'opposer à lui dès qu'il aura été nommé ministre, puis élu président de l'UMP. La trahison dans toute sa splendeur. Candidat à la présidence de la République en 2007, il s'affichera comme le souverainiste le plus affirmé et le destructeur de l'idéologie 68arde. Pour devenir, dès le lendemain de son élection, le plus européiste des européistes, le plus mondialiste des mondialistes et le plus libertariste des libertaristes. La trahison poussée à un degré inouï. Ami de cœur de Kadhafi, il le fera assassiner et détruira son pays de fond en comble. La trahison sinistre. À nouveau candidat en 2012, il trahira de nouveau en reniant tout ce qu'il avait fait et en devenant soudain un souverainiste voulant rendre à la France son pouvoir et sa dignité. Là, c'était la trahison de trop et les Français le renverront sèchement.
Mais notre ami le traître n'avait pas dit son dernier mot et tentera de revenir aux affaires lors d'une primaire de la droite qu'il perdra lamentablement. D'où une nouvelle envolée locknerienne que je trouve très belle. Qui a tout trop trahi se retrouve tout banni. Mais ce bannissement n'avait pas abattu la bête. Le Nicolas en remettait une couche pendant les élections législatives qui viennent de se dérouler, en reniant tout et son contraire et en soutenant une candidate macroniste. Là, c'est la trahison sublime, le modèle de trahison, la trahison de rêve. Grâce à ça, le Macronor alligator peut le manger tout cru en lui proposant un poste ronflant. Comment tout cela peut-il finir pour Sarkozy ? Finalement, le fameux croc de boucher de Villepin, ça n'était pas complètement stupide pour tout stopper d'un seul coup. Je vous souhaite une très bonne soirée.